Bienvenue dans le débat sur France 24. Gazprom suspend toutes ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne. Une suspension car les deux pays ont refusé de payer ce gaz en roubles. C'est ce qu'a affirmé Moscou. C'est la conséquence d'actes hostiles inédits contre la Russie, a également lancé le Kremlin. Réponse du Premier ministre polonais. Son pays ne cédera pas à ce chantage grâce à ses réserves de gaz suffisantes. L'Union européenne s'était préparée à une interruption de gaz russe et organise une réponse coordonnée, a ajouté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, cet après-midi. Alors, le gaz est-il l'arme économique russe dans le conflit ukrainien? Quelle sera la réponse des Européens? L'Europe de l'Est, mais aussi l'Europe occidentale, peut-elle vraiment se passer de gaz russe? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anastasia Chapochkina. Bonsoir. Maître de conférence en géopolitique à Sciences Po, présidente du think tank Eastern Circles et spécialiste Europe-Russie, également spécialiste de la géopolitique de l'énergie. Eh bien, bienvenue dans le débat. À côté de vous, nous avons Francis Perrin. Bonsoir, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions énergétiques et chercheur associé au Policy Center for the New South. Bienvenue à vous. Et bonsoir également. Par Skype de Varsovie, en Pologne, Georges Mink, directeur de recherche CNRS émérite à l'Institut des sciences sociales du politique, spécialiste de l'Europe occidentale et centrale, expert du Collège d'Europe à Varsovie. Bonsoir à vous et bienvenue. Nous attendons dans quelques minutes, parce qu'il est un peu en retard, Jean de Glignastil, ancien ambassadeur de France en Russie. Avant de débattre, je vous propose de faire un point en images avec Kevin Battista. Gazprom ferme le robinet du gaz. Depuis ce mercredi, la Pologne et la Bulgarie ne sont plus approvisionnées en gaz russe, faute d'avoir payé leur dernière facture en roubles. La présidente de la Commission européenne dénonce un chantage. L'annonce de Gazprom est une nouvelle provocation du Kremlin. C'est la confirmation sans surprise que le Kremlin utilise les énergies fossiles pour tenter de nous faire du chantage. C'est quelque chose que la Commission européenne avait anticipé. L'accusation est rejetée par la Russie. Après l'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales, Moscou avait annoncé le mois dernier ne plus accepter que des paiements en roubles de la part de certains pays. Nous avons agi ainsi car, vous le savez, un montant significatif de nos réserves a été gelé. En d'autres termes, volé. Donc il n'est pas question de chantage. Toutes les nouvelles modalités avaient été signalées à l'avance aux acheteurs. La Pologne et la Bulgarie seront désormais fournies par les autres pays membres de l'UE. À court terme, pas d'inquiétude donc pour l'exécutif polonais. Nos stockages de gaz sont pleins à 76%. Il s'agit d'un taux de remplissage élevé, bien supérieur à celui des autres pays européens. Varsovie compte demander des pénalités pour non-respect des clauses du contrat par Moscou. La Pologne importait 45% de son gaz de Russie. Une dépendance encore plus forte pour la Bulgarie, 90% de gaz russe dans ses importations. Au-delà de ces deux pays, c'est toute l'Union européenne qui cherche des alternatives aux énergies russes. Des négociations avec la Norvège, l'Algérie et le Qatar notamment seraient déjà engagées. Et on va écouter tout de suite Vladimir Poutine. Si quelqu'un de l'extérieur intervient dans les événements, créer des menaces stratégiques inacceptables pour nous, il doit savoir que notre réponse sera immédiate, rapide. Nous disposons de tous les instruments dont on pourrait rêver. Anastasia Chapochkina, pourquoi la Russie coupe-t-elle la livraison de gaz à la Pologne et à la Bulgarie maintenant? Est-ce que ce gaz est vraiment une arme que Moscou compte utiliser? Effectivement, le gaz, c'est l'arme que Moscou compte l'utiliser. On pouvait s'en douter déjà dès la déclaration de cette condition contractuelle nouvelle de payer en roubles pour toutes les livraisons du gaz russe. Ensuite, la tentative de Moscou de lier le rouble à l'or aussi, ce qui ne rassurait aucun investisseur ni aucun client dans qu'est-ce que exactement vaut le rouble, comme les Russes ont un parfait contrôle de la capacité de l'imprimer et aussi un contrôle partiel de la capacité
capacité de produire plus d'or. Alors pourquoi la Pologne et la Bulgarie maintenant? Et donc, parce que déjà, il faut donc envoyer maintenant le signal. Dès qu'on s'est demandé tous depuis quelles sont les négociations derrière avec tous les États et sur tous les contrats, les négociations confidentielles. L'Allemagne a dit officiellement qu'ils ne vont pas payer en rouble, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils négocient les groupes allemands derrière. Par contre, la Russie a dû envoyer le signal fort et là, ils ont commencé par la Pologne. Comme la Pologne, c'est un État vraiment décisif parmi tous les États membres de l'Union européenne, surtout pour la livraison d'armes à l'Ukraine et aussi pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc vraiment le partenaire stratégique le plus important dans le sens vraiment physique, proximité de l'Ukraine. Donc envoyer un signal tout de suite. Georges Mink, est-ce que finalement la Russie veut punir les Polonais? De cela, mais c'est aussi un exemple qu'elle en fait à envoyer à d'autres pays de l'Union européenne, y compris pour provoquer une scission à l'intérieur de ce front commun qui est tellement solide maintenant jusqu'au point d'avoir surpris Poutine. Donc c'est une manière évidemment d'enfoncer un coin entre les différents pays dont les besoins et consommations du gaz russe sont différenciés, les degrés de dépendance sont différenciés aussi, mais ça vaut la peine de souligner que là le coup est mal parti parce que comme l'a dit le Premier ministre polonais, la parade a été préparée de longue date. Il y a d'abord des réserves souterraines pratiquement à 75%, donc ça permet de tenir pendant une assez longue période. Ensuite, la Pologne a préparé aussi des livraisons venant d'autres gazoducs, d'autres pays. Elle a un gazoport construit exprès pour cela, juste pour garantir une certaine autarcie de consommation de gaz. Voilà, autarcie dont on va y revenir, hein, justement, Georges Mink. Je voudrais juste faire réagir d'abord Francis Perrin, justement, sur qu'on comprenne bien que l'importation du gaz russe en Pologne se fait, par exemple, via un gazoduc qui s'appelle le gazoduc Yamal. On a une carte, justement, et on va voir ce gazoduc. Quand la Russie... Francis Perrin évoque cette question du rouble. Est-ce que c'est un prétexte, un moyen justement d'exercer un certain chantage, puisqu'on a l'impression que Gazprom peut faire la conversion finalement entre une devise comme le dollar ou l'euro en rouble sans aucun problème? C'est uniquement un prétexte. Si c'était véritablement une raison pour couper les approvisionnements, il n'y aurait pas que 2 pays de l'Union européenne à qui Gazprom devrait couper le gaz, puisque à l'exception de la Hongrie de M. Viktor Orban, tous les autres pays importants du gaz russe ont dit nous n'allons pas accepter cette condition. Elle est contraire à tous les contrats que nous avons signés avec Gazprom. Donc c'est purement et simplement un prétexte que Gazprom met en avant pour donner une façade de légalité à une décision qui est complètement illégale au regard des contrats que Gazprom a signés avec les différentes sociétés gazières européennes, y compris en Pologne et en Bulgarie. Donc là, on est face à une décision politique que vous connaissez bien dans ce secteur, qui n'est pas nouvelle. C'est une décision complètement politique. Justement, là, vous pouvez intervenir. Allez-y, Georges Mink. Justement, les Polonais se sont préparés, donc ils n'étaient pas très surpris. En revanche, il me semble que les Bulgares étaient beaucoup plus surpris. Oui, le Bulgare était surpris. Ils sont dépendants à 90% des livraisons du gaz. Mais c'est une émission, d'une certaine façon, dans la situation politique bulgare, parce que nous sommes là dans une compétition électorale où le Parti socialiste pro-russe, évidemment, est opposé à la livraison d'armes pour l'Ukraine. Et donc, c'est une manière de faire pression aussi sur la scène politique. Mais je voudrais dire juste une chose, c'est que derrière ce raisonnement concernant le paiement en rouble, il y a quand même un petit calcul économique, puisqu'il s'agit d'une double comptabilité. En fait, les pays contractants seront amenés à payer en euros, qui seront versés sur un compte particulier, transformé par la suite en roubles, ce qui donne, et avec des délais de transformation pour les livraisons, ce qui donne évidemment là un moyen de contrôle à la Russie sur les livraisons. Les Polonais, par exemple, disent très clairement, mais qu'est-ce qui se passera s'ils déclarent que notre argent n'est pas transformé dans les délais en roubles? Vont-ils couper ou pas? Donc, y a un jeu un peu complexe qui tient aussi à la stabilité du rouble lui-même.
Anastasia Chapochkina, oui, une sorte de chantage qui est exercé. Alors, comment les Polonais se sont-ils préparés? Il nous en disait un mot, Georges Ming, qui s'y attendait. C'est l'utilisation du charbon, finalement, en Pologne, qui va finalement se substituer à cette utilisation du gaz russe. C'est la question qui va s'adresser aussi à toute l'Union européenne. Donc là, on va en parler ensuite. Hein, on termine sur justement la Pologne. Oui, donc sur la Pologne, c'est le charbon. Comme la Pologne, c'est un des producteurs de charbon le plus important dans l'Union européenne, avec l'Allemagne, la République tchèque aussi. C'est aussi le gaz par le GNL, donc qui peut être le gaz américain, qui peut être aussi le gaz qatari, etc. Donc n'importe quelle source par GNL qui permet aujourd'hui à l'Union européenne, y compris la Pologne, d'être compétitive parce que les prix du gaz européen aujourd'hui sont compétitifs avec le prix du gaz asiatique, historiquement le plus haut. On va écouter justement la ministre du Climat, la ministre polonaise. Nous sommes prêts à être totalement coupés des ressources russes. Nous avons imposé un embargo sur le charbon le 16 avril. Nous sommes prêts pour une coupure complète des importations de gaz et de pétrole russes. Francis Perrin, justement. Donc, elle peut se substituer. Elle a ce qu'il faut, disons, la Pologne, pour ne pas utiliser ce gaz russe. Elle peut se passer du gaz russe. La Pologne, de toute façon, avait annoncé la couleur. Le contrat d'importation de gaz russe arrive à expiration fin de cette année. Et les dirigeants polonais avaient dit « nous n'allons pas le renouveler ». Ce qui veut dire qu'ils s'y préparaient, ils ne se disent pas « on va arrêter d'importer du gaz » et on n'a rien. Évidemment, aucun gouvernement ne ferait ça. Donc les deux autres intervenants ont donné un certain nombre d'éléments. La Pologne produit un peu de gaz, pas suffisamment pour ses besoins, mais par les temps qui courent, il vaut mieux en produire un peu que pas du tout. On a évoqué la question du gaz naturel liquéfié. La Pologne a un terminal pour recevoir des méthaniers qui transportent du gaz naturel liquéfié. D'où alors en particulier? Alors notamment des États-Unis, comme l'a dit M. Mink, mais de tous les pays qui produisent du gaz naturel liquéfié, ça pourrait être le Qatar, et qui ont évidemment des volumes supplémentaires à vendre. Donc, et ensuite, il y a des conditions commerciales à voir. La Pologne, à partir du mois prochain, c'est-à-dire quasiment demain, sera reliée à la Lituanie par un gazoduc. La Lituanie a aussi un terminal pour recevoir des méthaniers. Et à partir de l'automne, il y aura un nouveau gazoduc venant de Norvège. Alors celui-là, effectivement, c'est une vraie promesse, ce gazoduc qui vient de Norvège. Est-ce qu'il va suffire? Est-ce qu'il va se substituer aux autres? Il n'y a pas une solution qui permet de remplacer le gaz russe. Il faut mettre ensemble plusieurs solutions. Il y a un peu de production nationale, il y a des stocks importants, cela a été évoqué, des stocks souterrains en Pologne. Il y a importation de gaz naturel liquéfié par la Pologne, possibilité d'en importer par la Lituanie dans les semaines qui viennent, un nouveau gazoduc et la solidarité européenne avec un réseau de gazoducs interconnectés. Avec tout ça, la Pologne pourra se passer sans problème du gaz russe. Par contre, le cas de la Bulgarie est plus complexe. Alors justement, on va écouter la Première ministre bulgare qui a également réagi. Le Premier ministre, pardon. La coupure de gaz de la part de Gazprom est une violation flagrante de leur contrat et un chantage à l'utilisation d'un plan de paiement en roubles qui ne fait pas partie du contrat et doit être fait par des tiers qui ne garantissent ni les livraisons ni l'argent des Bulgares. Nous ne céderons pas à un tel racket. La Bulgarie réexamine également tous les contrats avec Gazprom, y compris le contrat de transit par la Bulgarie, car un acte unilatéral de chantage est inacceptable. C'est plus compliqué pour les Bulgares? Absolument. Donc, les Bulgares, par contre, pourraient peut-être envisager, donc, dans le futur, des sources de livraison, parmi les sources de livraison alternatives, par exemple l'Azerbaïdjan, qui est devenu l'année dernière donc, un de nouveaux livreurs du gaz naturel par le pipeline donc, vers l'Union européenne, et dont les livraisons restent très limitées, vers 16 milliards de mètres cubes par an, mais qui peuvent potentiellement être étendues, et donc c'est via d'autres structures, mais aussi à travers du gazoduc donc interne à l'Union européenne, parce que là, les flux du gaz sont possibles pas seulement donc, de l'Est à l'Ouest, mais aussi de l'Ouest à l'Est. Et donc, peut-être ce système pourrait aussi être utilisé en utilisant donc le gaz parvenant soit de l'Algérie, soit de la Norvège, soit des terminaux de GNL, vers la Bulgarie aussi. Francis Perrin, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué pour les Bulgares, vous disiez? C'est plus compliqué parce que leurs stocks sont beaucoup moins importants que les stocks polonais par rapport à leur consommation. Et ça compte dans ce type de crise.
parce qu'ils n'importent pas de gaz naturel liquéfié et parce qu'ils sont moins reliés au réseau gazier de l'Union européenne que la Pologne, qui est reliée à l'Allemagne, à la République tchèque et donc bientôt, dans quelques semaines, à la Lituanie. Donc c'est un problème plus délicat, mais ça ne veut pas dire que l'Union européenne ne doit pas, évidemment, apporter une assistance importante pour montrer à M. Poutine que ce type de décision où on choisit parmi 27 pays deux que l'on veut punir suscite une réponse de l'ensemble de l'Union européenne. Jean de Guignassi nous a rejoint, ancien ambassadeur de France en Russie. Bonsoir, vous êtes également directeur de recherche à l'IRIS. Peut-être que vous voulez réagir justement sur cette question bulgare. Pourquoi finalement la Russie, pourquoi Vladimir Poutine veut-il déstabiliser un pays qui a priori est plutôt pro-russe, en tout cas beaucoup moins impliqué dans la livraison des armes que la Pologne? Alors, je me suis posé la question. Peut-être qu'ils ont été plus réticents que les autres à utiliser le système de paiement via Gazprom Bank, parce que visiblement les Allemands n'ont pas trop de réticence à le faire, et je pense que les Français doivent le faire. C'est-à-dire vous payez en devises et puis c'est la Gazprom Bank qui change en roubles. Donc ceux-là, ils ont eu des difficultés. Mais je crois que sur le fond, il y a peut-être des raisons politiques, et d'ailleurs la déclaration officielle russe fait mention de caractère inamical, etc. Elle ne parle pas des questions du rouble. Et en fait, je crois, la Pologne, c'est évident. La Pologne, c'est évident, on en a parlé. Mais la Bulgarie. Et la Bulgarie, un expert militaire m'a dit que la Bulgarie est le seul pays de l'Union européenne à produire encore des obus au calibre russe. Et donc, ils peuvent alimenter les obusiers que l'on donne, et même les obusiers ukrainiens, en obus adaptés. Donc ils alimenteraient sans le dire. Ils doivent le faire sans le dire, et c'est peut-être une mesure de représailles. Mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Georges Mick, vous êtes d'accord avec cette hypothèse que j'ai également déjà entendue, qu'il livrerait tout de même peut-être en douce ces fameux obus? Comme plusieurs pays d'ailleurs de la zone, et c'est tout à fait probable. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a cet aspect politique que j'ai signalé tout à l'heure, c'est qu'il y a une tension à l'intérieur de la Bulgarie sur les livraisons entre un parti qui est pro-russe et qui se bat pour avoir la gouvernance et les autres partis qui sont pour les livraisons. Et donc c'est une manière, d'une certaine façon, d'asphyxier la Bulgarie pour donner la voix à ce parti pro-russe qui, lui, bloquerait les livraisons, justement. C'est une manière aussi de faire pression politiquement, tout simplement. Mais on passera sans doute à la question de l'Union européenne, où j'ai quand même un mot à dire. Ah ben bien sûr, on va y passer tout de suite. On va écouter Ursula von der Leyen. Nous allons faire en sorte que la décision de Gazprom ait le moins d'impact possible sur les consommateurs européens. La Pologne et la Bulgarie reçoivent désormais du gaz de leurs voisins européens. Cela montre tout d'abord une immense solidarité entre nous, mais cela montre aussi l'efficacité des investissements passés, par exemple en ce qui concerne les interconnecteurs et autres infrastructures de gaz. Anastasia, donc l'Europe s'était préparée à cette interruption du gaz russe et il y a une réponse solidaire. Est-ce que ça rejoint ce dont vous parliez? C'est en fait ces oléoducs européens qui peuvent justement se substituer à ce gaz russe? Donc, il y a déjà, il faut se rappeler les chiffres. Donc, les expos russes sont responsables donc, de 47% des importations de charbon de l'Union européenne, 41% des importations du gaz, 27% de l'importation du pétrole. Donc là, quand on parle de l'ambition prononcée par la Commission européenne dans Repower EU de remplacer 3/4 des importations du gaz russe d'ici octobre ou d'ici fin d'année, ça semble quand même être très ambitieux. C'est très ambitieux. Est-ce que c'est faisable véritablement? Et justement, c'est peut-être peu faisable. C'est peut-être pas faisable tout à fait complètement, parce que selon les calculs par l'Agence internationale de l'énergie, il y a quand même au moins 22, on restera dépendant toujours d'ici la fin d'année, au moins pour 26% des importations du gaz russe directement à cause de la demande croissante en Algérie, donc une des sources des importations. La capacité de Norvège de croître leur propre production juste sur certaines limites. La décision politique des Pays-Bas de ne pas accroître leur production pour les raisons du coup sismiques et politiques aussi. Et ensuite, tout ce qui est les dynamiques de marché qui peut toujours influencer les décisions des exportateurs, soit américains, soit Qatar, de GNL.
Francis Perrin, parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que 2 pays, mais il risque d'en y avoir d'autres. L'Allemagne, évidemment, est un peu, se dit que c'est en tout cas le prochain. Est-ce qu'effectivement, l'Union européenne va pouvoir faire face, comme elle le dit, avant la fin de l'année? Comme vous venez de le dire, l'objectif européen, moins 2/3 pour les importations de gaz russe en un an, me paraît pas très réaliste. La Commission européenne a donc produit ce chiffre, et l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui est basée à Paris, avait fait des études évidemment sur ce même sujet et avait dit on pense que dans un an, l'Union européenne pourrait réduire ses importations de gaz russe, et ils avaient expliqué comment, de 1/3 à 50%. C'est déjà très ambitieux et ça m'apparaît beaucoup plus réaliste que moins 2/3 en un an. Donc 50%. Je ne crois pas beaucoup à ce chiffre-là. 50%. De 1/3 à 50%. En un an, c'est déjà très ambitieux. Si on fait ça déjà, c'est très bien. Et il faut ensuite aller plus loin. Il y a l'objectif à court terme, réduire de façon importante nos importations de gaz russe, en gros dans un an. Et l'objectif à moyen terme, 5 ans, se passer complètement du pétrole et du gaz russe. 2 objectifs très ambitieux. Mais en un an ou moins d'un an, moins 2/3 pour le gaz russe, ça me paraît excessif. Georges Mink, est-ce qu'effectivement, si demain la Russie coupe le gaz à l'Allemagne, est-ce que ça risque d'être très problématique? L'Allemagne peut-elle se passer de gaz russe et pourra-t-elle se passer de gaz russe avant la fin de l'année? Parce qu'eux aussi ont un plan de sortir de cette dépendance. Oui, et le problème de l'Allemagne aussi, c'est d'avoir refusé complètement le nucléaire. Donc, sans doute, c'est le pays qui a le plus de problèmes. En plus, avec ce penchant dont on soupçonne ce pays, ou surtout la social-démocratie allemande, d'être pro-russe d'une certaine façon. Mais je crois que c'est assez formidable d'observer que finalement, tout ce que fait Poutine actuellement reflète en quelque sorte une sorte de panique de la part de Poutine, puisque aucun de ces projets ne se réalise jusqu'ici, et l'attaque énergétique qu'il pratique produit l'effet opposé, puisque dans l'Union européenne, depuis déjà un certain temps sur la table, il y a une discussion sur l'union énergétique, donc une plus forte communautarisation des questions énergétiques. Et avec l'action de Poutine, bien sûr, il va accélérer ce processus, et c'est en cela qu'il y a un certain espoir d'une plus profonde intégration européenne. Mais en attendant, comment fait-on, Jean de Glignasti? Est-ce qu'effectivement, bon là on voit bien que l'Europe reste unie, mais enfin si demain il n'y a plus de gaz russe en Allemagne, ils n'auront pas le temps encore de pouvoir vraiment trouver des solutions. Moi, c'est évidemment un avis très personnel, mais je pense que l'Allemagne ne sacrifiera pas son développement industriel et que si elle n'arrive pas à s'adapter, elle continuera à prendre du gaz russe. Il y a aussi un élément qu'il faut bien voir, c'est que même l'Ukraine, d'une certaine façon, a intérêt à ce que ça continue. Parce que l'Ukraine touche 1 milliard par an de transit, même plus que ça d'ailleurs, de dollars par... 2 à 3 milliards. 2 à 3 milliards par an de droits de transit. Et en plus, elle s'approvisionne en gaz. Les quelques usines qui restent, qui n'ont pas été bombardées par les Russes, elles sont approvisionnées en gaz par le gaz russe qui transite vers l'Allemagne. Donc en fait, il y a beaucoup d'intérêts objectifs. Oui, mais si la Russie décide de couper, comme un moyen, justement, comme une arme politique, comme elle vient de le faire avec ces 2 pays. Dans l'énorme liste de bêtises que les Russes ont faites, il ne faut pas exclure qu'ils en arrivent là. Mais ça serait vraiment le sommet, parce que, justement, comme l'a dit M. Perrin très justement, ils ont quand même des partisans en Allemagne. Ces partisans s'appuient essentiellement sur l'argument du gaz. Et peut-être que Poutine en arrivera à sacrifier ça, mais il y a des gens qui lui diront que ça serait une bêtise. Ça peut affaiblir l'Allemagne aussi, Anastasia. Je pense que effectivement l'Allemagne, et ça c'était dit par plusieurs industriels allemands et aussi par la classe politique, n'est pas prête à sacrifier son développement industriel. Par contre, ce à quoi les Allemands, qui sont assis quand même sur les comités décisifs énergétiques et dans le Parlement et dans la Commission européenne, ont réussi à faire, et ça c'est la Commission européenne présidée aussi par une ancienne ministre de la Défense allemande, a dit dans Repower EU, cette stratégie nouvelle qui a revu du coup le Green Deal, qui est de la continuation dans le Green Deal, mais qui contient des éléments très importants qui nous communiquent que c'est le charbon qui va être un des grands gagnants de ça. Et l'Allemagne, ça tombe bien, est aussi un des producteurs les plus importants de l'Union européenne du charbon, et avec le lobby du charbon très important qui aujourd'hui, je pense, est en train de boire le champagne tous les jours. Francis Perrin, alors du coup, effectivement, c'est
très, très mauvais pour la planète, si je puis dire. Donc ça serait le charbon qui pourrait se substituer effectivement au gaz russe, en tout cas à court terme. Voilà, vous avez prononcé 3 mots très importants à court terme. L'énergie, c'est toujours très délicat en termes d'articulation de différents niveaux de temporalité. On doit répondre à des urgences à court terme parce qu'aucun grand pays ne peut se passer d'énergie. C'est vital, c'est le moteur de l'économie. Ensuite, il y a le moyen terme, ensuite, il y a le long terme, et ensuite, il y a le très long terme. Et une politique énergétique bien conçue, elles ne sont pas toutes, doit articuler ces différents niveaux de temporalité. En 2022, on est face à une urgence ou une urgence potentielle, risque de pénurie gazière et ou pétrolière et de flambée supplémentaire des prix. Aucun gouvernement européen ne peut se dire « je m'en moque, je ne fais rien ». Ce n'est pas possible, ce serait complètement irresponsable. En même temps, le but, c'est, en même temps si je puis dire, c'est de ne pas perdre complètement le lien avec les objectifs à moyen et à long terme liés à la décarbonation de nos économies. Et on peut quand même rassembler les deux de façon un peu... Parce que dans la stratégie européenne, pour se passer à terme du gaz russe, pas tout de suite, il y a aller chercher du gaz ailleurs. Il y a un nombre limité de pays, si je puis dire, pour aller chercher du gaz ailleurs. Mais il y a aussi accélérer la substitution d'autres énergies au gaz, notamment dans la production d'électricité. Si vous développez des projets ou solaires ou éoliens, ou dans certains cas nucléaires, pour produire plus d'électricité, vous aurez moins besoin de consommer du gaz, donc vous aurez moins besoin d'apporter du gaz russe. Et là, à ce moment-là, vous êtes sur des énergies non carbonées, donc il n'y a pas forcément contradiction à 180 degrés entre ces priorités d'urgence liées à la guerre en Ukraine et la décarbonation. Simplement, c'est vrai qu'en 2022, les Européens font le tour du monde pour chercher plus de pétrole, plus de gaz et éventuellement plus de charbon. Georges Mink, est-ce qu'effectivement l'Allemagne pourrait se passer de gaz russe sans retourner au nucléaire? Ça sera difficile certainement, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit mon prédécesseur. Nous sommes dans une période transitoire de bricolage, certainement, où on va saisir ce qui est disponible, mais c'est aussi une manière d'aborder un tournant grâce à ce qui se passe en Ukraine et grâce aux bêtises de Poutine. C'est-à-dire qu'on va certainement davantage rechercher d'autres sources à moyen terme ou à long terme. Et c'est ça l'avenir. Et l'Allemagne peut investir, dispose de moyens d'investissement. Elle peut avoir une politique verte plus active que d'autres avec les sources renouvelables. Donc je pense que le présent est peut-être gris, mais l'avenir n'est pas noir. En tout cas, vous êtes optimiste, Jean de Guignassi. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Georges Mink? Enfin, il faut voir ça comme un virage plutôt positif. Oui, enfin, à moyen et à long terme. C'est clair qu'à moyen et long terme, ça va accélérer la décarbonation, puisque le gaz était considéré par l'Union européenne comme une énergie intermédiaire, transitoire. Donc ça va accélérer. Mais en attendant, avant d'en arriver au stade vert, on va manger beaucoup de charbon. On va manger beaucoup de charbon et puis surtout, il y a une inflation qui va s'installer, Francis Perrin, peut-être de manière un peu durable, puisque hausse du prix du gaz, hausse du prix du pétrole, je passe également hausse du prix du blé, enfin tout ce qui est effectivement tout ce qui est lié à l'alimentaire. C'est parti, enfin ça ne va pas s'arrêter. Et ça, c'est pour le pouvoir d'achat des Européens, et pas seulement d'ailleurs. Ça va être un problème numéro 1. C'est parti depuis l'an dernier. Ce mouvement, évidemment, qui s'est aggravé avec la guerre en Ukraine, mais ce mouvement de hausse d'à peu près l'ensemble des matières premières a commencé en 2021 pour une raison très simple. Après l'année terrible 2020, Covid-19, récession économique mondiale, l'économie l'an dernier repart à plein régime, plus 6% de croissance au niveau mondial, et une économie qui tourne aussi vite va forcément consommer plus d'énergie, plus de matières premières, et les prix commencent à décoller. Et ensuite, on arrive à la crise russo-ukrainienne à l'automne, puis la guerre en février, et ça monte encore plus. Mais c'est un phénomène qui avait commencé bien avant, mais qui est accentué, évidemment, par la guerre, et de façon significative. Donc on a un vrai problème par rapport à l'inflation, à l'impact sur le pouvoir d'achat des populations, l'impact aussi, il ne faut pas oublier, sur le tissu industriel. Vous parlez à des présidents de PME en France ou ailleurs qui vous disent « je viens de renouveler mon contrat pour acheter du gaz, plus 100% par rapport à ce que je payais un an auparavant. Comment est-ce que je fais sur mes marches ?»
C'est pour le gaz, c'est pour le pétrole, c'est pour les carburants, c'est pour le charbon, c'est pour l'électricité, c'est pour d'autres matières premières, minières, etc. Donc il y a un vrai problème pour les populations et pour l'industrie. Pas les plus grands groupes, évidemment, qui s'en sortiront toujours. Total Énergie ne va pas faire faillite parce qu'il y a une augmentation des prix des matières premières. Mais tout le tissu de PME, en France, en Europe et ailleurs dans le monde, est concerné et de façon inquiétante. C'est là où on a vu d'ailleurs le poids de l'argument du pouvoir d'achat pendant la campagne présidentielle. On a vu d'ailleurs que Marine Le Pen l'a beaucoup utilisé. Je ne veux pas toucher au pouvoir d'achat des Français, c'est ce qu'elle mettait en avant. Donc il va y avoir ce problème à gérer pendant cette guerre en Ukraine également. Complètement. Donc, et là, aussi une réponse européenne, probablement. Exactement. Et dans le plan énergétique, notamment, donc Repower EU, la Commission a déjà indiqué qu'elle est prête à intervenir dans le marché par le contrôle des prix. Quels seront les contrôles? Il y a différentes façons de contrôler des prix. On a déjà expérimenté certains sur le marché de l'énergie, notamment donc, avec déjà Elle irait jusqu'au contrôle des prix. Donc là, on est en pleine négociation parce que pour l'instant, c'est un peu tabou de parler de contrôle des prix. Oui, mais c'était déjà mentionné dans tout ce qui est écrit jusque-là sur cette fameuse stratégie qui doit être publiée plus tard, dans le printemps. Mais justement, donc ça, c'est l'intervention, c'est une chose. Au niveau européen, au niveau national, on a déjà vu l'intervention de l'État en France, par exemple, sur le prix du pétrole, du carburant, justement, à la pompe. Donc ça, on a déjà vu. Et ensuite, on peut aussi envisager peut-être les subventions d'État plus importantes pour les entreprises et différents types d'entreprises. Pas seulement les grandes entreprises, mais aussi les PME, aussi différents tissus, donc pour préserver ce tissu industriel et même pour le renforcer, parce qu'en parallèle de toutes ces problématiques énergétiques, on voit bien qu'il y a la problématique de récréation ou renforcement de tissus industriels militaires qui demandait par la guerre de l'Europe. Georges Mink, justement, qu'est-ce qu'on dit en Pologne face à cette problématique du pouvoir d'achat? On l'a beaucoup entendu en France, on l'entend beaucoup en Europe occidentale. Est-ce qu'en Europe orientale, on y pense aussi? C'est quelque chose, en fait, effectivement, vous avez des Polonais qui en parlent du fait que les prix augmentent et que, effectivement, cette guerre en Ukraine, oui, on va se passer du gaz russe, mais comment va-t-on faire pour, effectivement, pouvoir faire face? En Pologne, on est évidemment inquiet, d'autant plus que le taux d'inflation est à 2 chiffres actuellement et qu'un des problèmes essentiels du maintien au pouvoir de l'actuel parti droit et justice tient évidemment à la situation sociale qui peut devenir rapidement explosive. Mais aujourd'hui, le gouvernement a fait une annonce de blocage des tarifs aux ménages jusqu'à 2027. Alors, je ne sais pas où ils trouveront les ressources pour compenser la différence, mais en tout cas, c'est une annonce qui prouve qu'ils sont extrêmement sensibles aux effets sociaux de cette situation. Et je pense que par ailleurs, évidemment, ils vont renforcer leur politique industrielle en recherchant d'autres ressources énergétiques. Jean de Guignasti, effectivement, les problèmes sociaux n'en sont qu'à leur début avec cette inflation qui s'installe. Oui, enfin... Je ne suis pas particulièrement qualifié pour en parler, mais je dirais que l'Europe a aussi un autre souci. C'est le souci de la rentabilité de ces entreprises avec un gaz plus cher, parce que le GNL, donc le gaz naturel liquéfié venu des États-Unis, est beaucoup plus cher. Que je ne suis pas sûr que le gaz qui vienne du Qatar ou de l'Algérie soit plus avantageux que le gaz russe. Et dans le même temps, les Russes donc vont construire Force de Sibérie 2. Donc ils vont doubler leur approvisionnement chinois et c'est l'industrie chinoise qui va finalement avoir l'énergie au meilleur marché possible. Et donc dans un monde concurrentiel, c'est évidemment un élément à prendre en compte. Est-ce que c'est plus cher justement, Francis Perrin, d'importer ce gaz naturel? A priori, il est plus cher que le gaz russe. De façon générale, oui, effectivement. Parce que c'est le transport, le coût du transport. Alors, la Russie exporte du gaz vers l'Union européenne depuis des dizaines d'années. Donc les gazoducs, à part le Nord Stream 2 qui n'est jamais entré en service, les gazoducs sont largement amortis. Donc le gaz russe, il est extrêmement compétitif. Et en plus, la filière gazoduc est moins chère que la filière gaz naturel liquéfié, où il faut une usine de liquéfaction dans le pays producteur, ça coûte des milliards de dollars. Il faut une flotte de méthaniers. Les méthaniers, c'est évidemment pas rien. Et il faut un terminal de regasification du gaz à l'arrivée. Donc c'est une filière coûteuse. Vous ajoutez 3 éléments qui coûtent extrêmement cher. Mais c'est le seul moyen de traverser les océans pour transporter du gaz naturel. Donc il faut investir. Il faut investir, évidemment, mais ça va coûter cher. Alors comme l'énergie, c'est vital,
il est clair que les pays européens paieront le prix qu'il faut pour éviter une pénurie de gaz. On ne pourrait pas dire la même chose, malheureusement, dans un quoi de qu'il pays en en coûte développement. énergétique. Le quoi qu'il en coûte n'est pas prêt d'être terminé avec la guerre en Ukraine. Il n'est pas prêt d'être terminé. Alors on va passer justement à cette dernière arme, parce que côté allié, côté européen, on voudrait mettre en place donc ce 6e paquet de sanctions contre la Russie, et il inclut ce 6e paquet, non pas un embargo contre le gaz, puisqu'on a vu à quel point c'était compliqué, mais un embargo sur le pétrole russe. Alors les Européens, est-ce qu'ils se dirigent vraiment vers un embargo sur le pétrole russe, Georges Menck ? Ils vont certainement essayer. Les dépendances du pétrole sont là aussi différenciées selon les pays. Donc, on se trouvera confronté au même problème qu'avec le gaz. Et l'Union européenne mettra les moyens qu'il faut probablement pour tenir une union autour d'une politique commune. Mais c'est comme tous les prédécesseurs l'ont souligné, un avenir fragile. On ne peut pas savoir exactement si ça va marcher ou pas, s'il n'y aura pas un mauvais élève de l'Union européenne qui va plutôt jouer la rouble zone que l'eurozone. On ne peut pas savoir ça. Pourtant, on a l'impression que l'Union européenne est assez unie, justement, dans ces sanctions, Jean de Guignassi. Vous pensez, vous, qu'il pourrait y avoir un 6e paquet autour de cet embargo sur le pétrole russe? Ça devrait être annoncé la semaine prochaine. Bon, il y a un Conseil européen en mai qui devrait mettre, j'allais dire, la dernière main à ce paquet. Ce que je constate, c'est qu'à l'heure actuelle, sur le pétrole, ça discute ferme, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas d'un embargo sur le pétrole. On a l'impression que les Allemands, enfin en tout cas, ils ont fait une annonce hier disant qu'ils étaient prêts à le faire. C'était eux qui manifestement étaient très réfractaires. Les Allemands à se faire pardonner le gaz. Alors que nous, effectivement, le gaz, on ne fait que 17%, enfin ça a dû être dit dans la conversation, et donc nous sommes plus allants sur le pétrole. Et encore, parce qu'on manque de gasoil, il n'y a pas beaucoup d'installations en France. Bref, la discussion va bon train et ça sera difficile de trouver une voie moyenne, mais on trouvera, comme toujours, dans le cadre européen. Anastasia Chapochkina. Je pense que sur l'embargo du pétrole, effectivement, donc, la discussion se tient dans chaque État et maintenant au niveau européen. La question, c'est comme dans le gaz, qui va substituer la Russie? Donc, qu'on rappelle, donc, c'est 27 responsables pour 27% des importations du pétrole. Donc là, soit on parle de la ressuscitation de l'Iran et de Venezuela, de leur présent complètement donc, des États paria, on peut dire, soit on parle aussi de l'augmentation de la production du pétrole par l'Arabie saoudite, qui pourrait le faire, mais pour l'instant est réticent de le faire parce que ça va bien sûr impacter les prix et donc lui frapper elle-même. Et maintenant, les prix sont au top. Quand les Russes, l'argument est aussi politique, donc vont y perdre le minimum parce que les prix sont au top et leur budget est déjà configuré pour le prix moindre de ce qui est aujourd'hui, même avec le discount, mais aussi les autres producteurs de pétrole ne sont pas prêts à se tirer dans le pied. Et juste pour ajouter sur ça, aussi les raisons pourquoi beaucoup d'États européens sont réticents, c'est parce qu'on parle beaucoup du pétrole, mais on ne parle pas peut-être suffisamment de tout ce qui est le fuel, donc le gazole, tout ce qui est se vend quand on va avec notre voiture. Et là, c'est effectivement le diesel surtout est impacté. Et diesel, c'est pas seulement le diesel, la majorité des voitures en France, mais aussi tous les camions et tout le transport des marchandises par le bateau. Francis Perrin, alors cet embargo sur le pétrole, a priori, il pourrait avoir lieu. Moi, j'ai une question, parce que j'ai lu que les Américains ne voulaient pas augmenter leur production de pétrole, alors qu'effectivement, s'ils augmentaient leur production de pétrole, vu qu'on est dans un bloc occidental, ils pourraient plus facilement peut-être l'exporter en Europe. Or, ils ne veulent pas le faire pour justement ne pas toucher au prix. La production pétrolière américaine est en train d'augmenter. Ensuite, ça prend un petit peu de temps, mais elle est en train d'augmenter. Elle va augmenter en 2022 par rapport à 2021 et en 2023 par rapport à 2022. Pas suffisamment alors. Production de pétrole. Ou suffisamment. Quand vous avez un géant comme la Russie, qui est un géant gazier et pétrolier, il n'y a pas un pays, y compris les États-Unis, qui apportera la solution. Il faut mettre plusieurs pays ensemble. En partie les États-Unis, en partie d'autres pays. Mais les États-Unis sont les alliés. C'est la raison pour laquelle on se pose un peu plus la question en ce qui concerne les Américains. Le premier accord conclu par l'Union européenne a été avec les États-Unis pour des livraisons supplémentaires de gaz naturel liquéfié américain à partir de 2022 et montant en puissance dans les prochaines années. Donc les États-Unis vont répondre présent, mais évidemment, ça prend un petit peu de temps. Et c'est pour ça que plusieurs pays, États-Unis, Union européenne, au sein de l'AIE, ont utilisé l'arme des stocks stratégiques de pétrole.
en disant... Qu'est-ce que vous appelez les stocks stratégiques de pétrole? Le pétrole, c'est essentiel, personne ne veut en manquer. Donc quand vous avez peur de manquer de quelque chose, parce que c'est très précieux, vous le stockez sur votre territoire. On a des stocks de pétrole brut, des stocks de produits raffinés. C'est une obligation quand vous êtes membre de l'Union européenne et de l'Agence internationale de l'énergie. Ces stocks doivent représenter au moins 3 mois de vos importations pétrolières. Donc les stocks, c'est un moyen de gagner du temps. Ce n'est pas un moyen de régler une crise. C'est un moyen d'acheter du temps en attendant que d'autres solutions arrivent, qui peuvent être l'Iran que vous avez évoqué, s'il y a un accord sur le nucléaire. S'il y a un accord, pour l'instant, il n'y en a pas. Le Venezuela, ça prendra un peu plus de temps. L'augmentation de la production pétrolière américaine, le temps de convaincre les pays OPEP, OPEP+, d'appuyer plus sur le... Comment les convaincre? Parce qu'Anastasia disait bien qu'il y a un problème quand même sur le prix. Ils ne veulent pas augmenter pour justement augmenter leur production pour ne pas... Il y a aussi un problème politique. Oui. C'est que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis traînent les pieds parce qu'ils sont mécontents par rapport à Joe Biden qui négocie avec l'Iran, qui est leur principal ennemi. Donc ils profitent du fait qu'ils sont en position de force pour se payer le luxe de ne pas décrocher quand le président américain les appelle, ce qu'on n'a jamais vu. Jean de Glignassi, oui, sur cet aspect. Alors c'est vrai qu'il y a les Russes et puis effectivement les pays du Golfe avec qui il y a d'autres problèmes géopolitiques. C'est tout à fait exact. D'abord, la Russie a mené ces 10 dernières années une diplomatie extrêmement active vis-à-vis des pays du Golfe. Elle entretient maintenant des relations extrêmement harmonieuses. On n'est plus du temps de la guerre de l'Afghanistan, extrêmement harmonieuse avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a fait lanterner un secrétaire d'État américain et elle a dit non à toutes les pressions américaines lui demandant d'augmenter sa production. C'est la même chose partout dans le Golfe. Quand on regarde la carte du monde, on voit qu'en fait, à part le bloc occidental, personne ne veut prendre des sanctions. Et donc, il y a un aspect politique. Il va falloir convaincre un certain nombre de pays qui n'en veulent pas de se montrer hostiles à la Russie. Alors, pour l'instant, il va falloir faire de la real politique, là, négocier avec eux. Qu'est-ce qu'on donne en échange, j'imagine. Voilà. On est entré dans un quid pro quo, comme on dit en anglais. Mais on a besoin effectivement de ces producteurs de pétrole, en tout cas des pays du Golfe, Anastasia. Effectivement, donc comme ça a été dit, donc justement, on a besoin de tout un ensemble. Et pourquoi, je voudrais ajouter, pourquoi les États-Unis ne veulent pas, eux, augmenter drastiquement leur production, même si peut-être en théorie ils pourraient le faire, peut-être techniquement, c'est parce que les producteurs du pétrole et du gaz américains, ils ont déjà vu ça par les relances économiques passées, que quand la demande s'envole, ils sont sous pression pour augmenter leur production, ils l'augmentent et ensuite ça se casse la figure et ils se retrouvent avec la production excessive et avec le besoin de fermer les puits du pétrole ou du gaz. Et une fois le puits est fermé, il est fermé pour toujours. Et donc là, ils perdent de l'argent. Et ils n'arrivent pas à rentabiliser le puits avant de le fermer parce que le cycle économique est beaucoup plus court que pourrait être provisionné. Et donc là, c'est la prudence aussi business et la logique business des Américains qui dicte que l'augmentation peut se faire petit à petit et pas d'un coup. Donc, d'où la nécessité de négocier justement et avec les pays du Golfe, et avec l'Iran, et avec l'Union, tout ça en même temps, en compromettant d'ailleurs les valeurs des États-Unis, leurs propres valeurs démocratiques sous le drapeau desquelles aujourd'hui les États-Unis agissent. Donc, ça met même les États-Unis dans une position très compliquée et démontre encore une fois que cette leadership politique globale n'est plus peut-être au rendez-vous. Peut-être au rendez-vous. Georges Mink, un mot justement, peut-être pour conclure, parce qu'on est bientôt à la fin de cette émission. Malgré tous ces obstacles, malgré justement cet impact sur le pouvoir d'achat, les Polonais continuent à avoir cette position très ferme à l'égard des Russes et continuent à vouloir aider de plus en plus les Ukrainiens. Exactement, car les Polonais non seulement pratiquent cette réelle politique dont on parle maintenant depuis déjà presque une heure, mais aussi en haute estime la morale, et ils écoutent ce que Zelensky dit. Il dit précisément, vous allez payer ce pétrole avec le sang ukrainien. Et les Polonais sont en première ligne aussi. Donc il faut en tenir compte, et je pense qu'en tant qu'aiguillon d'une politique européenne vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine, la Pologne va maintenir une politique morale. Politique morale, donc c'est ça qui va prendre le dessus, vous pensez également, Francis Perrin? Nous sommes face à une guerre d'agression. Donc, effectivement, il y a un agresseur et un agressé. Et ça, c'est une question de morale. Ensuite, nous sommes aussi dans un monde où il y a la géopolitique, l'économie, l'énergie. Et la difficulté pour les États, pour les gouvernements, pour l'Union européenne, pour les États-Unis, c'est comment on imbrique tout ça. Mais on voit bien que les choix ne sont pas très moraux, forcément. Les choix sont loin d'être toujours moraux. moraux. Il faut oublier toute dimension morale. Un mot de conclusion peut-être, Anastasia?
là-dessus? Je pense que exactement, la conclusion, c'est sur la dimension morale, c'est pas seulement la rhétorique, mais c'est aussi la bataille qui est derrière tout ça, la bataille diplomatique peut-être, pour qui peut encore aujourd'hui, qui a encore les moyens économiques, les moyens de ressources et les moyens politiques pour se nommer le leader du monde. Est-ce qu'il y a un pouvoir ou plusieurs pouvoirs? Et c'est aussi d'où vient cette importance de la position morale, parce que c'est ça qui détermine donc aussi les alliances et qui détermine ce qui soude du coup les gens en résolution de ce conflit. Jean-Luc Guignassi, on fait de la politique au nom de la morale ou très peu? Pas. Disons que ça intervient. Ça intervient dans ce que les Américains appellent le soft power. Ça fait partie de la puissance, la morale. Mais il ne faut pas oublier que la morale des uns n'est pas forcément la morale des autres. Les Chinois font la promotion d'un système différent, autoritaire, etc., etc. Et peut-être que justement le drame de la Russie, c'est qu'elle est à cheval entre, disons, la morale occidentale et la morale asiatique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Jean de Guignassi. Merci à vous, Georges Ming, d'avoir été avec nous en direct de Varsovie. Merci Anastasia Chapochkina. Et puis merci à vous, Francis Perrin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.